Chers collègues, mesdames, messieurs, devant parler de Paul Venn au Collège de France, j'ai pris le titre au pied de la lettre. Je suis allé chercher quels documents existent au Collège sur Paul Venn dans les archives patrimoniales. Ils ne sont pas très nombreux, en l'occurrence, mais d'un intérêt non négligeable. Ils n'ont pas été exploités jusqu'à présent. Voici d'abord un aperçu. J'en profite pour remercier Christophe Labonne et Valentin Noël de la bibliothèque du Collège qui m'ont aidé dans cette recherche. Les archives conservent en premier lieu un certain nombre de textes portant sur sa candidature et élection à la chaire, sur lesquels je vais m'arrêter aujourd'hui. D'autres documents significatifs sont le long discours par lequel Venn, en vue de l'Assemblée du 29 novembre 1981, propose la création de la chaire d'histoire de la pensée hellénistique et romaine qui sera occupée par Pierre Hadot et qui offre une description approfondie de la culture de l'Empire gréco-romain dans l'Antiquité tardive. Quelques lettres concernant la proposition faite par Venn à l'Assemblée de juin 1983 pour la création d'une chaire d'Antiquité nationale qui sera celle de Christian Goudinot. Des présentations plus courtes mais très significatives de trois professeurs invités pour une série de conférences, à savoir Jürgen Habermas, Henri Plequet, dont on a vu une référence auparavant dans le cours que John Scheid a mentionné, et Hendrik Versnel en 1986, donc un philosophe et sociologue, un épigraphiste, un historien de la religion. D'autres documents mineurs, tels les cartes d'invitation à des cours que Venn a donnés à l'antenne de l'École des hautes études en sciences sociales à Marseille. Tournons notre regard vers les documents en relation avec son élection. Comme il est logique pour des documents qui doivent servir à présenter les candidats à ses futurs collègues, il s'agit de textes qui traitent principalement de méthodologie. Donc, ce ne sont pas des sujets précis d'histoire romaine qui sont abordés. Ce qui les rend intéressants, vous pouvez vous en douter, c'est la constellation dans laquelle ils s'inscrivent, c'est-à-dire le fait que Venn et son présentateur Raymond Aron s'étaient déjà rencontrés en partie affrontés sur ce même terrain de débat épistémologique. Ces documents procurent donc un éclairage sur la poursuite de ce débat 4 ans après son début en 1971 avec le célèbre compte rendu du Comment on écrit l'histoire par Raymond Aron. Peut-être influencé par la lecture de tant de discours méthodologiques, je me suis posé le problème de ce qu'il fallait faire de ces documents. Devrais-je en faire les sujets d'une intrigue, les raconter comme l'on écrit un roman vrai, ou essayer d'en donner une explication par le biais d'une conceptualisation? Si je suivais cette deuxième voie, je pourrais me borner à dire que la chaire d'histoire de Rome a été créée à l'initiative d'un professeur titulaire d'une chaire de sociologie de la civilisation moderne. Cette proposition répondait donc à une conception de l'histoire décidément tournée vers les sciences sociales et vers le présent, à une époque où l'histoire événementielle était à bien des égards battue en brèche. La position de Venn au Collège de France est donc excentrique dès l'origine et le restera toujours. Son dossier de candidature en témoigne. Laissons pourtant les explications et livrons-nous à la curiosité du récit. On connaissait déjà beaucoup des circonstances de l'élection de Venn, surtout par la voix du protagoniste lui-même, qui en a parlé notamment dans les entretiens avec Catherine Darbo-Péchanski et dans ses souvenirs. Des précisions ont été apportées par
Paul Cournary et Pascal Monlahuc, notamment sur les dates des interventions de Paul Venn dans le cadre des séminaires tenus par Aron entre 1972 et 1976. Je vais relier ces séries de documents tout en étant conscient de la différence de point de vue dont elles sont les expressions. Donc, pour reprendre un problème que Venn toujours s'est posé, cette différence pouvant conduire à la dissolution de l'objet historique. Cependant, le risque ne me semble pas énorme, car l'élection de Paul Venn au collège, admettons-le, ne représente pas un événement aussi multiforme que la bataille de Waterloo, bien que je ne puisse pas exclure qu'il s'agisse d'un Waterloo pour Aron. Quelques jours avant Noël 1964, le 20 décembre, Aron envoie un rapport qu'il a ensuite lu aux professeurs réunis en assemblée le 25 janvier. À l'ordre du jour, la création d'une chaire intitulée « Histoire de Rome ». Il s'agit du discours d'une cinquantaine de minutes dont parle Venn dans ses souvenirs. Aron, résumera-t-il, dit tout l'intérêt que présentait à présent l'histoire romaine telle qu'on commençait à l'écrire. C'est la synthèse de Venn. Et nous avons maintenant possibilité de lire ce discours et on peut dire tout de suite que le résumé qu'en fait Venn est tout à fait exact. Aron doit s'exprimer sur une discipline qui n'est pas directement de sa compétence et il convoque alors une autre figure pour l'épauler, celle de Jacob Burckhardt. Bien que Aron ne le dise pas, il exploite des citations tirées des fragments historiques traduits en français en 1965. Burckhardt y déplore le désintérêt pour l'histoire ancienne, traité dans les universités comme un parent pauvre, passé de mode. Un désintérêt, dit Burckhardt, au milieu du XIXe siècle, dont les véritables raisons sont la fierté qu'inspirent les moyens de communication actuels et les inventions de notre siècle, en outre l'incapacité de distinguer entre la grandeur technique et matérielle et les qualités intellectuelles et morales. Citant ces considérations datant d'un siècle plus tôt, Aron observe qu'elles expriment une nostalgie à la fois injustifiée et intelligible. Injustifiée puisque la connaissance du monde antique a progressé au cours du dernier siècle, au cours même des dernières dizaines d'années, plus vite qu'à la belle époque où l'on n'imaginait pas d'homme cultivé qui ne fût capable d'écrire des vers latins ou du moins de lire Cicéron ou Tacite à livre ouvert. Intelligible puisque nous avons tous tendance à confondre présence et connaissance du passé. Donc, c'est le commentaire de Aron. Ce qui semble intéressant à ses yeux, c'est surtout que Burckhardt explique l'hostilité des modernes au monde antique par une raison qui, à nos yeux, accroît l'intérêt que nous y trouvons, à savoir la distance morale entre l'Antiquité et les modernes, qui ne demandent à la communauté que la plus grande sécurité possible pour leur personne et pour leurs biens, sans se soucier du bien commun. D'où la conclusion de Raymond Aron, précisément parce que le monde antique est autre que le nôtre, il demeure, au même titre et selon les mêmes méthodes que les civilisations les plus éloignées, un champ d'exploration. En lisant ce propos de Aron, il nous semble que nous sommes confrontés à un
anéantissement total de la valeur de la civilisation romaine en tant qu'élément constitutif de la nôtre. Mais son discours n'oublie pas de le rappeler. La place des notions romaines dans la conscience historique de l'Occident fut toujours et reste encore aujourd'hui un motif valable de maintenir dans cette maison une chaire d'histoire de Rome. Pour renforcer ce point, Aaron cite à nouveau un long extrait de Burckhardt qui décrit la civilisation de Rome comme une civilisation apte à être transmise, donc toujours présente dans notre propre façon d'être. Altérité ou continuité, le discours de Aaron semble presque se contredire, mais la contradiction n'échappe pas à son auteur qui est prêt à faire la synthèse des contraires. Même si l'on n'accepte pas l'héritage classique, c'est l'argument de Aaron, l'étude de la Rome antique demeure importante précisément en tant que phénomène d'union de la diversité, qui équivaut à une sorte d'expérience de laboratoire qui nous aide à percer un des mystères du destin collectif de l'humanité. Comment se combinent, se mêlent, se déforment au contact les unes des autres les traditions propres à des sociétés profondément différentes. C'est une question rhétorique, bien entendu. Aaron fait valoir que l'étude de l'histoire romaine nous fait percevoir le phénomène du syncrétisme au plus haut degré d'exemplarité. Son discours, je m'écarte un instant de son ordre, met en avant une dernière raison de l'intérêt que nous devons prendre à Rome, je cite, et à son empire. Bien que la connaissance historique ne se réduise pas au récit et ne se définisse même pas essentiellement par lui, il demeure incontestable, évident, que l'historien s'attache à l'ordre du devenir, à la distinction de l'avant et de l'après, à la diachronie autant qu'à la synchronie. La mise en place des événements ou des institutions, les uns après les autres, n'équivaut en tant que tel ni à une explication, ni à une interprétation. Elle appelle une investigation. Or, l'histoire de Rome comporte, pour ainsi dire, sinon en début, du moins une sorte de fin. La désagrégation de l'Empire romain n'a pas fini de suggérer les schémas hasardeux des civilisations. Alors, au-delà du point spécifique, c'est-à-dire pour Aaron l'intérêt que présente l'étude d'un système qui a atteint sa fin comme modèle pour comprendre toutes les fins de toute civilisation, ce qui nous doit frapper, c'est le langage utilisé par Aaron. Il s'agit presque d'une réfutation explicite de l'idée de Paul Venn selon laquelle l'histoire est un roman vrai, qu'elle s'écrit en construisant des intrigues, que pour rappeler les mots de Venn lui-même, l'explication s'offre dans la narration comme une opération qui n'est pas distincte de celle-ci. Nous allons revenir sur ce bras de fer à distance avec les idées de Venn. Avec cette première partie, Aaron a donc affirmé la nécessité de faire de l'histoire de Rome l'intitulé d'une chaire. Il se doit maintenant de présenter, sans le nommer, Paul Venn. L'entrée en jeu est percutante et révèle immédiatement la stratégie intellectuelle poursuivie par Aaron. C'est lui auquel je songe pour occuper la chaire dont je vous propose la création, revendique Max Weber pour la tribu des historiens. Max Weber que, dit Aaron, je présentais il y a une quarantaine d'années comme le plus grand des sociologues et que je tiens encore pour tel. Comprendre. Je le tiens encore pour le plus grand et je le tiens encore pour un sociologue. Bref, selon Aaron,
entre la recherche historique et la recherche sociologique, il n'existe pas de séparation radicale. Ici également, ce n'est pas exactement ce que Venn avait affirmé. Vient ensuite une citation d'un passage de Claude Lévi-Strauss qui, rappelons-le, siégeait dans l'Assemblée ce jour-là. L'historien avance, pour ainsi dire, c'est la citation de Lévi-Strauss, à reculons, gardant les yeux fixés sur les activités concrètes et particulières dont il ne s'éloigne que pour les envisager sous une perspective plus riche et plus complète. On peut aisément reconnaître qu'il s'agit d'un passage de l'anthropologie structurale. Après cette citation, Aron revient à Venn. La conceptualisation, terme qu'affectionne l'historien dont je dois taire le nom, a précisément pour fonction de permettre cette avancée vers une perspective plus riche et complète. Venn est donc l'historien qui peut se faire l'interprète de ce rapprochement, pour ne pas dire identification, de l'histoire à la sociologie et même à l'anthropologie. Aron veut en donner une démonstration concrète en offrant un résumé vivant de la thèse de Venn sur l'évergétisme. Rappelons que Aron avait été dans le jury de thèse avec Georges Duby, lui aussi présent dans l'Assemblée des professeurs. Aron illustre ensuite les caractéristiques du candidat, dont il ne cite toujours pas le nom, et après avoir loué son érudition technique, notamment en tant qu'archéologue épigraphiste, bien que lui-même ne prétende pas être un spécialiste capable de se faire une opinion sur le sujet, rappelons que Louis Robert venait juste de prendre sa retraite. Donc ce n'est pas de lui qu'on pouvait s'attendre à des remarques en ce moment-là. Aron réitère que cet érudit s'intéresse aux sciences sociales, il en connaît le langage, les concepts, il les utilise, les critique. Et conclut avec une formule qu'on ne peut plus révélatrice, j'ai cru reconnaître dans ce candidat un historien conforme au type idéal que notre collègue Lévi-Strauss dessinait dans l'article que j'ai cité, conforme aussi à ma propre idée du jeune historien susceptible de devenir un grand historien, érudit, avec le goût des concepts et même le sens philosophique, capable de comprendre à la fois les systèmes sociaux et la conscience qu'en ont pris les acteurs. Nous pouvons nous aussi conclure notre lecture du discours de Aron. La stratégie est à mon avis assez claire. Présenter Venn sous son meilleur jour à des collègues du collège plus ouverts aux sciences sociales, notamment à l'anthropologie et aussi aux méthodes des annales. Mais il ne s'agit peut-être pas seulement de tactique universitaire. Aron exprime en quelque sorte l'idée qui se faisait de Venn, ou bien le désir qu'il avait de le voir tel qu'il aurait dû être. Nous savons, grâce au souvenir de Venn, qu'après l'exposé de Aron, quelques voix se levèrent favorables ou non à la création de la dicte chaire. Puis vint le vote secret qui fut positif. C'est ce qu'en dit Venn. Le procès-verbal permet de préciser qu'il s'agit des voix de Georges Duby et d'Emmanuel Laroche, linguiste spécialiste du hittite. Nous apprenons aussi que le résultat du vote, sur 39 votants, est de 33 voix favorables, 5 abstentions et un seul non. Bien évidemment, on voudrait tous savoir de qui c'est. Bon. À remarquer, donc vous avez la liste, donc chacun peut se faire une idée. À remarquer que parmi les présents, il y a aussi 2 professeurs à la retraite, comme c'est toujours possible dans les assemblées du collège, qui n'ont
toutefois pas droit de vote, Georges Dumézil et, significativement, Jean Gaget, qui avait occupé la chaire de civilisation romaine jusqu'à 1972. Le décret correspondant est publié au journal officiel du 16 avril, et c'est à ce moment que Venn dépose sa candidature formelle et officielle le 25 avril avec une lettre adressée à l'administrateur, le chimiste Alain Auroux. Le candidat en deuxième ligne, donc purement formel, était son ami Jean-Pierre Seb, qui avait été son directeur de thèse après la rupture avec William Ceston. Avec sa déclaration de se porter candidat, Venn dépose aussi ses titres et travaux qui ont été heureusement conservés eux aussi dans les archives du collège. Avant de les parcourir, une remarque de procédure. Si ce texte accompagne, le texte des titres et travaux accompagne l'acte de candidature, donc s'il date de 25 avril 1975, se pose la question de la campagne des visites. Aujourd'hui, disons, la transmission des titres et travaux précède la campagne des visites, et elle précède franchement aussi l'Assemblée qui est censée établir, créer la chaire. Donc il y a une différence de procédure. Mais donc il se pose la question, est-ce que Paul Venn avait déjà à ce moment-là fait sa campagne ou pas? Alors, qu'une campagne ait eu lieu, c'est Venn lui-même qui en témoigne dans ses souvenirs, en évoquant quelques visites, notamment celle, vous vous en souvenez tous, chez André Chastel, qu'il conquiert en devinant que la conversation sacrée de Piero della Francesca, la Pala di Montefeltro, est bien conservée à Brera, et surtout en caressant sans rechigner le bulldog allongé dans le fauteuil où Venn était censé s'asseoir. Les visites auraient-elles donc eu lieu après le dépôt de la candidature, au printemps, entre le 25 avril et l'Assemblée de fin juin 1975, comme les souvenirs de Venn laisseraient entendre? Nous ne le savons pas. D'autres lettres ou documents pourraient nous éclairer, mais j'en suis pas totalement convaincu, car une chose est sûre, dans sa lettre de candidature adressée à l'administrateur le 25 avril, Venn révèle qu'il lui avait déjà rendu visite et se rendait disponible, comme d'habitude, pour un deuxième, si nécessaire. Ce n'est qu'un détail de l'intrigue que nous sommes en train de retracer. Cependant, établir la date des visites pourrait aider à comprendre si la rédaction des titres et travaux que nous allons lire, donc l'autre portrait de Venn, a été dans une certaine mesure influencé ou pas par les réactions reçues au cours de la campagne de visite, si elle avait eu lieu avant cette rédaction. En tout cas, et surtout après avoir entendu les souvenirs de Françoise Frontisy et les lettres que nous avons pu lire, il me semble que, en tout cas, quelle que soit la date des visites, il aurait, je ne pense pas qu'il aurait été trop influencé par les réactions de ses futurs collègues. Lisons maintenant le texte. Mais il y a aussi un enjeu, disons, académique, universitaire, donc il faut aussi lire ces titres et travaux dans cette perspective. C'est pour ça que je disais au début qu'il s'agit de documents qui entrent en série avec les autres documents, mais qui ont, disons, une origine et une intention particulière. Alors, titre travaux, il se compose de 24 feuilles dactylographiées de papier de soie. Il est divisé en 3 parties, une orientation générale, une liste de publications divisée en ouvrages et articles de revue, enfin un projet d'enseignement. Toutes ces parties regorgent d'éléments précieux, même la liste des publications, chacune étant accompagnée d'un résumé plus ou moins long qui nous livre ainsi l'évaluation que Venn lui-même faisait de ses travaux. Par souci de brièveté, je me concentrerai sur l'orientation générale. Un constat s'impose d'emblée,
S'il est un moment particulièrement inopportun, semblerait-il, pour prendre ses distances avec son livre grâce auquel on s'est fait connaître au point d'être envisagé comme candidat pour une chaire au Collège de France, c'est bien le texte avec lequel on présente sa candidature. Mais c'est précisément ce qu'a fait Paul Venn. Lisons l'autoportrait qu'il livre aux professeurs qui doivent le lire. Le domaine où s'exerce mon activité est la zone romaine de la civilisation hellénistico-romaine. Histoire politique, sociale, économique de la fin de la République et du Haut Empire romain. Ma prédilection va à l'épigraphie romaine. Il y a eu un complet changement d'orientation entre mes premières publications et ma thèse. Pendant une quinzaine d'années, j'avais publié des articles d'épigraphie, d'iconographie, philologie classique, et je continue d'ailleurs à en publier et je ne me propose nullement de cesser de le faire. Ma thèse, en revanche, est une tentative heureuse ou malheureuse de faire en histoire ancienne ce dont l'école des annales a donné l'exemple dans tous les autres domaines historiques, expliciter le non-événementiel. Briser les cloisons qui, en histoire ancienne, beaucoup plus souvent qu'ailleurs, séparent l'histoire traditionnelle de la conceptualisation moderne et des sciences humaines, ou pour mieux dire, des sciences morales et politiques. Peut-être même fallait-il tenter de pousser plus loin la logique de l'école des annales. Je n'ai donc pas voulu distinguer entre une histoire narrative qu'on abandonnerait aux historiens de la vieille école, et des hommes pionnières, société, mentalité, longue durée, quantitative. Il m'a semblé au contraire que l'histoire traité-bataille devait être elle-même écrite à la lumière de la théorie politique et cesser d'être narrative pour devenir conceptualisante. Comment raconter un processus, décrire un sous-système sans avoir ou sans esquisser une théorie de ce processus, sans élaborer un chemin des sous-systèmes et ses relations avec les autres sous-systèmes. Toutes les ressources des sciences morales et politiques, lesquelles ne datent pas d'aujourd'hui ni même d'hier, sont ici nécessaires, tant des ressources déjà disponibles que des ressources souhaitables. À partir des documents, l'histoire ne s'écrit pas comme un roman vrai. Au moyen de la culture générale, de l'honnête homme et des traditions du métier d'historien. Elle s'écrit avec une problématique et des concepts. Admettons-le, cet autoportrait de Venn est rédigé presque systématiquement sur les renversements des formules qui lui avaient valu sa notoriété. Relisons juste un passage de comment on écrit l'histoire. L'histoire n'est pas une science et n'a pas beaucoup à attendre des sciences. Elle n'explique pas et n'a pas de méthode. Mieux encore, l'histoire dont on parle beaucoup depuis 2 siècles n'existe pas. Alors, qu'est-ce que l'histoire? La réponse à la question n'a pas changé depuis 200 ans. Que les successeurs d'Aristote l'ont trouvé, les historiens racontent des événements qui ont l'homme pour acteur. L'histoire est un roman vrai. Alors, dans le document, vous voyez qu'il y a le renversement de cette formule. L'histoire ne s'écrit pas comme un roman vrai. L'histoire s'écrit avec des concepts. Alors, quoi de mieux pour symboliser les tourments épistémologiques qui ne l'abandonneront jamais, mais aussi l'ineffable audace de l'esprit de Venn qui ne se laisse jamais trouver là où on l'attend. Soyons clairs, il ne fait aucun doute que la critique de Raymond Aron dans son compte rendu de 1971 avait déjà ébranlé les convictions de Paul Venn et que cette même critique avait mis en lumière le problème sous-jacent, la tension non résolue entre le subjectivisme et la cohérence de l'objet historique, dans lequel, problème dans lequel la pensée de Venn se débattait. La critique en 6 points qu'Aron faisait de mon livre à la fin de son article, dit Venn dans ses souvenirs, me fit sentir l'abîme qui séparait mon vernis de culture philosophique et sociologique et les niveaux on ne peut plus élevés où était située cette intelligence supérieure. Au prix d'un incessant voyage d'Aix à Paris, je me mis donc pour m'instruire à suivre les cours de séminaire de Raymond Aron. Paul Cournary l'a bien résumé,
l'épistémologie de Venn est foncièrement instable et il a professé les opinions les plus opposées, y compris sur ses idées centrales. Les positions du livre « Comment on écrit l'histoire de 1971 » sont en partie abandonnées en moins de 3 ans, dans la contribution à faire de l'histoire et dans la leçon inaugurale au Collège de France. Non seulement il n'est plus question d'intrigue, mais les prétentions explicatives du récit se trouvent extraordinairement abaissées. L'histoire, désormais, fait usage des concepts qui sont des universaux et doit rechercher des invariantes. Avec cet autoportrait de candidature de 1975, on rajoute un jalon à ce parcours de réélaboration. Il est difficile d'imaginer un désaveu aussi net de sa propre marque de fabrique. Peut-être ne manquait-il pas de tactique. Dans ses souvenirs, il fait cette remarque qui me semble importante à propos des visites. Auprès des scientifiques, ici on appelle nos collègues les scientifiques, c'est quelque chose que je déteste, mais bon. Auprès des scientifiques, je ne manquais pas de lire qu'à présent l'Antiquité devait s'étudier, notamment à coup d'ethnologie, d'économie et de sociologie. C'est-à-dire que avec les collègues, disons, des sciences dures, des sciences de la vie, mais peut-être aussi des sciences sociales, il soulignait, il rehaussait, il soulignait des éléments pour des raisons évidemment pour être bien accueillis. Il me semble que ce texte reflète ce processus d'accentuation tactique de certains motifs présents, mais non dominants, dans cette prise de position intérieure. Ce qui plus est, et je pense que vous l'avez vu, en lisant ce document, on apprécie la cohérence, disons-le, la coordination avec la manière dont Raymond Aron l'avait présenté au moment de la création de la chaire, comme l'historien qui incarnait le modèle idéal de Lévi-Strauss. Le texte d'orientation générale n'est pas très long et nous pouvons nous arrêter là. Il serait intéressant d'examiner ces projets d'enseignement. Je regarde la montre, oui. Me permettent donc seulement d'en lire un développement consacré, comme vous l'imaginez bien, au digeste. Je le fais d'autant plus volontiers qu'il est très rare qu'un historien s'intéresse de manière aussi approfondie aux juristes romains. Il en traitera d'ailleurs aussi avec une grande finesse dans sa leçon inaugurale. Mais j'en discute surtout car, à mon avis, les vues exprimées ici par Venn mettent une nouvelle fois en évidence sa difficulté, ou toute la difficulté, de mettre en relation l'histoire et les autres sciences sociales, dont le droit. Une troisième recherche, annonce Venn dans son projet d'enseignement, en est à son début. Des lectures, des notes, mais pas des dossiers classés. Elle donnerait lieu à un ensemble de recherches intitulées « Réalité économique dans le digeste ». Il est paradoxal, mais vrai, d'affirmer que la source la plus importante pour l'histoire économique du Haut Empire est le digeste et que cette source, sauf un des rares points, commerce maritime, a été à peine effleurée. Le digeste n'est pas un code, mais un recueil d'extraits de jurisprudence qui évoquent des cas réels qui ont été soumis à la sagacité des prudents. Sur des milliers de pages, il y a là des centaines de petits faits vrais. Les romanistes se servent du digeste pour reconstruire le droit. Mais les faits sont, ou pourraient être, le gibier des historiens. Ce n'est pas tout. L'histoire économique ne peut s'écrire sans la science économique.
de Cantillon et à Schumpeter, en antiquisant, ne prétend pas suivre les développements récents de cette science. Or, il faut toujours se souvenir, ce document était adressé aux collègues. Or, remarque Venn, que l'on considère société et économie de l'Empire romain de Rostovtsev, ce savant ne cite jamais le digeste et ses grands lecteurs ne l'a peut-être jamais lu. En outre, Rostovtsev connaissait des morceaux d'histoire économique plus que de théorie économique. Il a donc imaginé l'évolution de l'économie antique sur les modèles du développement du capitalisme médiéval, moderne et contemporain. Comme l'écrit récemment Philippe Gautier, il se représentait l'économie romaine comme semblable à celle des temps modernes, mais avec quelques zéros en moins. Non, certes, poursuit Venn, que le digeste soit seulement prétexte à idées générales, ce sont bel et bien des faits bien factuels qu'il fournit. Structure, main-d'œuvre, organisation du domaine rural, réalité du droit commercial coutumier, bien différent du docte droit civil. On voit l'historien qui commence à se faire jour. Type de richesse, paiement en espèces ou au moyen de biens fongibles. Que représente la monnaie? C'est toujours Venn qui pose ces questions. Dans une société où beaucoup de salaires se payent en nature, où l'on recourt au crédit pour se procurer les espèces exigées pour certaines acquisitions, où l'injection de monnaie dans le système se fait par l'armée, où le coût des transports fait préférer l'impôt en nature au numéraire, où des paiements se font en blé, même s'ils sont libellés en espèces, où la lettre de change n'existe guère. Alors, d'abord, par rapport à ce que John Scheid vient de nous montrer, ça rajoute de la complexité à sa méthode de travail, parce qu'on voit bien que le cours sur le digeste, l'économie dans les juristes, qu'il avait d'une certaine façon changé à la dernière minute en 1981, était déjà depuis longtemps en préparation. Donc, ça rajoute une complexité à cette idée qu'il ne réagissait que, disons, aux dernières impulsions. Et justement, ce sont des recherches qui aboutiront sur deux articles de 1981, Droit romain et société, les hommes libres qui passent pour esclaves et l'esclavage volontaire, et suicide, fisc, esclavage, capital et droit romain. Alors, ce développement sur les digestes, même si Venn fait ici preuve, il faut le dire, d'une attitude tout à fait louable, révèle, si j'ose dire, une équivoque fréquente chez les historiens et sur lequel je suis revenu justement lors de mon cours il y a 2 ans sur le bon usage de la richesse et le droit romain. Oui, c'est vrai que le digeste contient des faits, mais des faits déjà réduits à des cas de figure, purgés de toute référence quantitative, spatiale, même chronologique. Ils ne sont choisis et présentés par les juristes que dans la mesure où ils posent un problème juridique qui mérite d'être résolu. Ils ne sont pas nécessairement les plus fréquents et les plus représentatifs de ce qui s'est passé. S'il nous est permis de faire usage d'un couple conceptuel chéri par Venn, les cas présentés par les juristes ne sont pas les quotidiens, ils sont l'intéressant. D'où la difficulté d'en faire un document pour une histoire de l'économie ancienne. Alors, nous sommes ainsi arrivés, après la création de la chaire, après la candidature, après les visites, au moment du vote sur le nom de Venn. Nous voici donc à l'Assemblée du 29 juin 1975. Tout semblerait bien marcher, mais le ciel n'était pas dégagé de tout nuage. Entre Raymond Aron et Paul Venn, dira ce dernier après coup, cela tourna bientôt à la mésentente chronique. Il rajoute, très important, ma présentation au collège était trop avancée pour qu'il aille reculer. Il n'était pas homme à se désister de ce qu'il avait entrepris.
je ne pense pas être influencé par cette prémisse si je dis que c'est exactement le sentiment que l'on retire, mais vous allez le lire avec moi, qu'on retire du discours fait en cette journée cruciale par Raymond Aron, que les archives du collège nous permettent de lire, presque d'écouter. On peut distinguer dans l'œuvre de Paul Venn, c'est Raymond Aron qui parle devant l'Assemblée, 3 phases ou encore 3 sortes de travaux. D'abord, comme tout historien de l'Antiquité, il s'est livré à des recherches d'érudition portant tour à tour sur des inscriptions, sur des statues, sur des monnaies, sur des textes, sur des lois. Études nombreuses et diverses qui lui ont valu l'estime des plus exigeants parmi les divers spécialistes, en particulier des épigraphistes. Quelques-uns de ces articles révèlent déjà la curiosité qui s'y manifesteront par la suite, une certaine tournure d'esprit, le goût de l'ironie, les rapprochements paradoxaux qui valent à Paul Venn tour à tour louange critique. Alors, Aron, c'est un peu long, mais je vais les lire. Aron évoque ses propos, l'article sur la Vénus de Trimalcion et la place de l'astrologie inséparable de l'astronomie dans la culture antique, pour en tirer l'exemple de l'anticonformisme piquant de Venn. Alors, Aron dit, Venn cite Alexandre Coiré, il était parfaitement raisonnable d'y croire, et ceux qui n'y croyaient pas n'étaient pas en avance sur leur temps. Donc ça, c'est la citation. Et Paul Venn de Coiré, c'est ça. Et Paul Venn de commenter, les mêmes raisons parfaitement saines et scientifiques expliquent le prestige actuel de la psychanalyse chez les gens cultivés. On sait malheureusement que, par suite de préjugés métaphysiques, les épicuriens n'aimaient guère l'astrologie et que nos marxistes ne croient guère en la psychanalyse, ce qui devrait prouver aux secondes que, comme le diable des chrétiens, la dialectique de l'esprit scientifique est subtile et qu'on peut avoir raison par hasard. Alors, Venn l'érudit est ainsi présenté par Aron à ses futurs collègues, principalement pour son esprit irrévérencieux. On voit bien d'ailleurs le choix de Aron de mettre en avant la distance de Venn du marxisme. Il poursuit son discours. De cette première phase, certains articles annoncent les ouvrages principaux de Paul Venn. Les articles sur Trajan de 1958 et 65, la table des Ligures Bebiani et l'institution alimentaire de Trajan, les aliments de Trajan, les empereurs romains d'Espagne, conduisent à l'institution qui fait l'objet de la thèse d'État de Paul Venn, l'évergétisme, dont nous pouvons rajouter, j'ai déjà dit, Aron était dans le jury et Aron en propose un résumé très détaillé. Mais avant de proposer ce résumé, il revient sur la question, ou plutôt sur le duel épistémologique qu'il avait engagé avec ce même candidat qu'il était en train de présenter. Réfléchissant sur l'évergétisme, sur Trimalcion, la franchise et sur les sénateurs romains, Paul Venn commença de s'interroger sur l'objet de la connaissance historique. Avec l'inconscience ou avec courage, il prit tout le risque. Lui, historien et non logicien ou philosophe de profession, il écrivit un livre intitulé « Comment on écrit l'histoire » qui devrait normalement irriter et les historiens et les philosophes. Les premières taxent volontiers d'arrogance un cadet qui veut enseigner l'art avant de l'exercer. Les seconds se méfient des praticiens qui confondent volontiers les méthodes de leur école avec les règles universelles de la profession. Les réactions négatives se produisirent effectivement ici et là, mais dans l'ensemble, le pari fut gagné. Le livre séduisit par une sorte d'allégresse intellectuelle, les vieux problèmes retrouvant une sorte de fraîcheur sous la plume, tour à tour candide et subtil. Aron avait d'abord écrit plume ironique,
mais il a rayé d'un historien de l'Antiquité. En simplifiant, je dirais que le centre du livre me paraît l'opposition entre le vécu et l'objet scientifique. Aux yeux de, et bon, on peut, oui, aux yeux de Paul Venn, seule l'économie ou la linguistique atteignent un niveau de rigueur, de formalisation qui donne à une discipline la dignité d'une science au sens plein du terme. C'est une telle définition de la science qui l'amène parfois à nier l'existence même de la sociologie en tant que science de telle manière que les uns l'accuseraient de revenir à l'histoire en narration et les autres, tout au contraire, d'annexer l'histoire à la sociologie. Alors, après avoir présenté le résumé de la thèse qui allait devenir Le Pen et le cirque, Aron conclut son allocution par un bref appel. Le document montre qu'il avait laissé en suspens la fin pour pouvoir l'ajouter au dernier moment. Telle se présente à ce stade l'œuvre de Paul Venn, esprit brillant, doué d'une culture exceptionnelle, large et diverse, dont le collège, s'il l'accueillait aujourd'hui, serait en droit de beaucoup attendre. Un rapport est une conclusion, franchement, sans éclat. Ce n'est pas de l'enthousiasme que l'on perçoit. Ce qui compte pour Aron, c'est de ramener l'histoire dans le giron des sciences sociales et pour ce qui est de Venn, de souligner davantage son excentricité par rapport à ses collègues que la valeur de son travail pour le champ de l'histoire romaine. Le mot de clôture est un clin d'œil à l'avenir qui peut sembler prometteur, mais qui ressemble aussi presque à une suspension de jugement. Il me semble confirmer ce que Venn avait écrit, qu'Aron a poursuivi à contre-cœur ce qu'il avait commencé. Quoi qu'il en soit, l'entreprise a réussi. Les votes donnent un résultat, vous pouvez voir, c'est presque le même résultat qu'on avait eu pour la création de la chaire, à une abstention près. Donc, vous voyez qu'au collège, les batailles sont vraiment acharnées, et donc à la fin, tout reste comme au début. Peut-être, par le biais de ces documents, nous avons pu mieux comprendre l'ambiance qui a dû accompagner la conférence inaugurale et pourquoi le début était aussi la fin des relations avec Aron. Ce dernier document nous invite à la leçon inaugurale, c'était un vendredi, mais aussi au commencement des cours qui n'auraient peut-être pas donné. Mais et qui se poursuivront jusqu'à 1999 et qui seront l'espace de sa liberté. Donc, ainsi commence la véritable histoire de Paul Venn au collège. Je ne sais pas si la mienne était un récit d'une intrigue ou si elle permet de conceptualiser. Je voudrais néanmoins tirer une conclusion. Cette affaire, me semble-t-il, a mis en évidence la tension non résolue, pas seulement entre Aron et Paul Venn, entre les disciplines historiques et les sciences sociales. Une relation qui semble aujourd'hui encore plus problématique en raison de l'irruption dans le champ de l'historiographie des nouvelles sciences, non seulement sociales, mais aussi de la nature. Mais il y a peut-être une conclusion plus spécifique. Le récit de l'élection de Paul Venn a montré la particularité du collège de France, du fait de sa petite taille. Vous avez ici tous les protagonistes de cette histoire, et vous pouvez... Bon, vous avez ici Paul Venn, Manuel Leroy-Ladurie et Raymond Aron. Bon, aussi, c'est le hasard, mais aussi
place sur la photo disons, signifie une certaine distance, pour ainsi dire. Alors, du fait de sa petite taille et de la variété de ses enseignements, vous connaissez tous la devise Docet omnia, les professeurs du collège constituent un champ de force où le dialogue entre disciplines, il me semble, n'est pas exactement le même que celui qui a normalement lieu dans la communauté scientifique ou dans les universités, qui tend à être plus cloisonné. Il s'agit, pour ainsi dire, d'une interdisciplinarité institutionnelle, presque forcée, qui est générée et renforcée par la coexistence dans un espace restreint des disciplines et des méthodes très différentes qui se manifestent surtout lors des recrutements. Car les recrutements mettent presque nécessairement en jeu des proposants qui ne sont pas issus de la discipline du candidat et qui peuvent donc conduire à des choix marqués dès le départ par cette interdisciplinarité. Bref, l'élection de Paul Venn, proposée par Raymond Aron, est une intrigue parmi d'autres qui met néanmoins en lumière une caractéristique plus générale du Collège de France. Merci.